Le cœur de notre métier, c'est le documentaire. Pour retrouver toutes nos productions et accéder à nos contenus exclusifs, téléchargez d'urgence l'application Omerta. Bonjour Nicolas Mirkovic. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de nouveau l'invitation d'Omerta pour venir nous parler d'une actualité brûlante, celle du voyage d'Emmanuel Macron à Belgrade en Serbie, alors que la France, sortant de sa torpeur estivale, se passionnait pour le nom du possible Premier ministre. Emmanuel Macron a fait un voyage de 2 jours en Serbie. Je rappelle que vous êtes donc non seulement un spécialiste de la Serbie, mais aussi un fin analyste des relations entre l'Europe et les États-Unis, la Russie, et que vous venez de rééditer votre livre, donc L'Amérique Empire. L'Amérique Empire aux éditions Temporis. Voilà, donc très facilement trouvable sur Internet. Partout, et chez même tous les en- bons les- libraires. En gros, chez tous les j'ai libraires. rajouté au livre le bilan de la présidence Biden et comment voilà, un peu analyser ce qui va nous tomber dessus en novembre avec les grandes élections américaines que le monde entier va regarder. Revenons sur la Serbie. Donc, quel bilan peut-on tirer de ce séjour et qu'est-ce qui s'est dit durant ce séjour et comment est-ce que cela a été vécu par les Serbes? Parce qu'en France, il y a eu un certain nombre d'articles, mais les relations franco-serbes ne passionnent pas encore la grande foule. Non, pas pour l'instant. Mais globalement, c'était quand même positif. Mm. C'était positif pour la Serbie. C'est entre guillemets comme un petit pays, 7 millions d'habitants dans les Balkans. Là, on a un membre du Conseil de sécurité de l'ONU, la France, un grand pays qui arrive, le président qui arrive, qui débarque à Belgrade. Ils sont allés également à Novi Sad. C'est la deuxième fois que Vučić et Macron se voient depuis le printemps dernier. Vučić avait été à Paris et là, Macron se rend 2 jours. Et c'était globalement très bien vu par la plupart des Serbes qui voient que voilà, la Serbie n'est pas isolée dans la situation politique dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Beaucoup de sujets, énormément de sujets ont été couverts par les 2 hommes. Il y a évidemment le sujet qui a été le plus médiatisé qui sont la vente de 12 Rafales à la Serbie. Ça, c'est un sujet qui était important parce que jusqu'à présent, la Serbie achetait beaucoup de ses munitions, de son armement auprès de la Russie. Bon, on pourra peut-être en parler après, mais il n'y avait pas que ça. La presse a parlé de ça. Il y avait des discussions également sur le nucléaire, sur l'éducation, sur la culture. La France était l'invité d'honneur du dernier salon du livre à Belgrade, et aussi sur le développement économique. Là, la France est un acteur important en Serbie. C'est pas le premier, c'est même pas dans les 3 premiers, mais ça reste un acteur important. Le métro de Belgrade sera construit par la France. Emmanuel Macron était à Belgrade pour inaugurer le nouveau terminal, le nouvel aéroport de Belgrade. Et c'est encore une entreprise française qui est là. Donc il y a une vision stratégique. On sent que Macron veut plus s'impliquer dans les pays de l'Est. Il veut plus s'impliquer en Serbie et que la Serbie est ouverte, évidemment. Vučić doit développer son économie et dès qu'il peut avoir des fonds ou de l'aide étrangers, dès qu'il peut trouver des partenariats intelligents où il va gagner de l'argent, il va créer des emplois et garder de la marge, ce qui est difficile avec certains pays occidentaux, c'est important pour lui. Donc globalement, on peut dire que c'était positif. Alors, le gros sujet, c'est celui de l'armement, et notamment de la vente de 12 Rafales à l'horizon 2028 à la Serbie par la France, donc par Dassault, alors que jusqu'à maintenant, la Serbie était équipée pour sa chasse principalement de MiG. Oui, alors je pense que là, Emmanuel Macron s'est peut-être un peu emballé quand il a dit qu'il s'agissait d'un changement stratégique. Il ne faut pas oublier le positionnement politique de la Serbie, qui est un pays qui est neutre. C'est-à-dire que la Serbie ne veut pas rentrer dans une alliance militaire, ni avec la Russie, ni avec l'OTAN. Elle fait des exercices militaires avec les Russes, mais elle fait également des exercices militaires avec l'OTAN, et là, une position de neutralité. Et c'est clair que le plus grand, on va dire, fournisseur d'armement de la Serbie, en tout cas, enfin la Serbie a déjà une industrie d'armement qui est très importante. La Serbie est connue, a une tradition de production d'armes et de munitions. De munitions, exactement. Donc ça, la Serbie s'auto-approvisionne, mais elle achète beaucoup à la Russie. Mais là, elle a décidé d'acheter à la France. Elle n'a pas acheté américain.
Donc c'est intéressant de montrer qu'il y a beaucoup de pays dans sein même de l'Union européenne qui achètent des produits américains, mais les Serbes n'ont pas acheté américain, ils ont acheté français. Alors certains diront, oui, mais ils ont acheté français, la France fait partie de l'OTAN, donc c'est une trahison. Je ne pense pas qu'il faille le voir comme ça. Je pense que la Serbie, dans cette stratégie de neutralité, voulait, elle a fait un appel d'offres, hein, elle a choisi les avions français parce qu'elle pense que ça correspond le mieux à ses besoins de défense actuellement. C'est ainsi que je pense qu'il faille le voir. Alors, vous avez des complotistes qui vont dire ah oui, mais maintenant les Serbes vont donner des rafales aux Russes et à la Chine, ou alors d'autres qui disent que la Russie va donner ses vieux MiG à l'Ukraine. Enfin, je pense qu'il faut se calmer sur ces sujets-là. Il y a peut-être parfois, il y a toujours des petites choses un petit peu délicates qui se glissent dans les couloirs de ce type de négociations. Mais aujourd'hui, voilà, Vučić, je pense, a voulu montrer qu'il n'était pas soumis en tout cas à un seul fournisseur, qui n'était pas point lié à un seul pays. Il a décidé d'acheter français, il a dit lui-même qu'il était content de rentrer dans le club Rafale. Il est à noter d'ailleurs que la Croatie s'est déjà dotée de Rafale. Exactement. Là donc aussi, ça peut jouer dans l'opinion publique serbe de dire que... Il y a beaucoup de... Vučić, lui, derrière cet achat, n'explique pas toute sa politique. Donc, on ne comprend pas forcément tout. Pourquoi est-ce que Rafale, pourquoi la France? On n'a pas les détails de tout cela. Mais dans un premier temps, ce qui est certain, c'est que je pense qu'il a voulu montrer que lui, il a pris le meilleur avion. Il a certainement voulu faire un geste auprès de l'Union européenne et de la France aussi. Et quelque part un peu de l'OTAN. Ce n'est pas innocent. Il ne peut pas juste dire, c'est d'un point de vue industriel, c'est le meilleur avion au monde. Il n'y a peut-être pas que ça. Il y a forcément, il donne quelques gages au camp occidental. Mais comme il fait également avec la Russie. Vučić joue un jeu d'équilibriste. C'est-à-dire qu'à la fois, il veut garder ses très bonnes relations avec la Russie, il veut garder des très bonnes relations avec le camp atlantiste, et évidemment, il ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Donc de temps en temps, il va s'approvisionner en Russie, ou en Biélorussie, ou en Chine, ou alors il va s'approvisionner dans le camp atlantiste, dans l'Union européenne essentiellement. Si la Hongrie est une puissance militaire inférieure à celle de la Serbie, c'est un peu le jeu d'Orban aussi. C'est-à-dire créer des liens multilatéraux pour conserver une indépendance nationale. C'est exactement ça. Ces chefs d'État, le Premier ministre Orban ou alors Vučić, ou on a Fico également en Slovaquie, veulent avant tout défendre l'intérêt de leur propre peuple. Quel est l'intérêt? Vučić dit quel est l'intérêt des Serbes? Les Serbes, aujourd'hui, il se dit, lui, qu'ils ne peuvent pas être juste les alliés de la Russie. Ils ne veulent pas être juste les alliés ils veulent être les alliés des deux. Ils veulent être un pont. Vučić, et c'est une tradition serbe, quand vous êtes un pays slave orthodoxe sur l'Adriatique, donc sur la Méditerranée, entouré de pays qui sont membres de l'OTAN ou alors qui sont imprégnés d'une forte culture plutôt occidentale, vous ne pouvez pas imposer vos vues. Donc il faut être intelligent, il faut être diplomate, il faut garder sa spécificité, protéger son identité, tout en sachant collaborer avec ses voisins. Et c'est exactement ce que fait Vučić, et c'est ce que fait Orban aussi. Quand Orban dit que lui, il fait le même calcul que Vučić, les deux s'approvisionnent en hydrocarbures en provenance de Russie, il dit parce qu'on les a à des meilleurs prix. Grâce à ces hydrocarbures bon marché, avec des hydrocarbures aussi de bonne qualité, nous pouvons faire fonctionner notre économie. Nous pouvons garantir à nos économies de se chauffer, de faire marcher l'appareil économique. C'est indispensable. Pour autant, ça ne veut pas dire que parce qu'ils achètent leur gaz ou leur pétrole à la Russie, qu'ils sont soumis à la Russie. Et s'il faut acheter des armes, des industries, des machines agricoles à des pays occidentaux, parce que ça sert l'intérêt de leur pays, ils pensent que c'est le meilleur choix, eh bien ils le font. Et je pense que c'est un message important dont devrait s'inspirer Bruxelles, qui a tendance à vouloir faire un club fermé au reste du monde, dans le monde multipolaire qui est en train de se mettre en place. Eh bien, il faut être intelligent et servir ses propres intérêts, défendre sa souveraineté en étant intelligent avec ses voisins, en étant intelligent avec les grands blocs, est une façon pour des petits pays comme la Serbie de survivre. Ou alors, sinon, ils vont se faire complètement avaler par un des grands blocs. Alors pour en terminer avec les Rafales, il est à noter aussi que cela induira une coopération militaire renforcée, même relancer une véritable coopération militaire, puisque bien entendu les pilotes serbes seront formés en France. Bien sûr.
Bien sûr. Ça ne pose pas de problème pour la Serbie, Mm. qui aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, fait des exercices parfois avec l'OTAN. Alors évidemment, ça fait grincer beaucoup de dents en Serbie, parce que l'OTAN a très mauvaise presse. L'OTAN a bombardé illégalement la Serbie, elle a détruit l'infrastructure serbe, et les Serbes ne veulent pas rentrer dans l'OTAN. Pour autant, voilà, dans ce jeu diplomatique et on va dire de mesure des forces en présence, eh bien, le fait que des aviateurs serbes viennent se former en France, ou que des soldats de l'armée française des pilotes viennent former les Serbes, n'est pas un problème majeur. Alors, autre contrat envisageable à terme, celui du nucléaire civil, Oui. puisque dans les années 80, si je me souviens bien, la Yougoslavie avait fait un moratoire sur le nucléaire civil, et donc elle souhaite, tout comme d'ailleurs la Hongrie souhaite développer son nucléaire civil qu'elle a maintenu, la Serbie, héritière de la Yougoslavie, souhaite relancer aujourd'hui le nucléaire civil avec EDF. Exactement. Le Vučić fait le calcul que d'ici 10 ans, la Serbie pourra plus s'approvisionner comme elle le fait aujourd'hui. Elle aura des demandes plus importantes, elle prévoit un taux de croissance assez relativement important, donc Vučić prévoit, il planifie. Comment est-ce que je vais faire pour répondre aux besoins de mon pays dans 10 ans? Et la France est une des premières puissances mondiales dans le domaine nucléaire. Et donc Emmanuel Macron a profité de ce voyage pour en discuter avec Vučić. Il n'y a pas de contrat de signé, Vučić est en train d'ouvrir des perspectives, de négocier avec la France. Et il n'y a pas de doute qu'il négociera avec les autres puissances nucléaires, notamment avec la Russie, quand il faudra faire des choix, quand il faudra faire des cahiers des charges, pour anticiper la construction et peut-être cette décision stratégique importante de la Serbie de se lancer dans le nucléaire. Comment l'opinion publique serbe a reçu cette visite? Est-ce qu'il y a une fierté à recevoir le président d'une puissance nucléaire? Est-ce qu'il y a les relents positifs de la vieille amitié franco-serbe? Ou est-ce qu'il y a aussi quand même le ravivage des bombardements d'il y a 25 ans? Il y a les deux. Je veux dire, il y a un peu un en même temps qui est lié à la personnalité de Macron et aussi l'histoire récente avec la France. Globalement, des nouveaux partenariats avec la France sont quelque chose qui sont bien vus. Bon, là, n'oublions pas que c'est la Serbie qui dépense quasiment 3 milliards d'euros pour acheter des avions. Donc, il va falloir aussi que Vučić justifie auprès du citoyen serbe pourquoi cet argent ne sert pas dans des hôpitaux, dans des écoles, dans des infrastructures routières, etc. Mais il y a cette volonté aussi de développer des partenariats donc intelligents. Je parlais du métro de Belgrade, je parlais qu'ils vont simplifier la circulation dans la ville, de l'aéroport, donc ce sont de l'infrastructure. L'aéroport Nikola Tesla qui a été refait de façon... Exactement. Vraiment, donc on a vu l'évolution, vous comme moi. Ah oui, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant, avec des entreprises françaises. Donc ça c'est important. Et le fait que Emmanuel Macron vienne visiter la Serbie, n'oublions pas que ça reste entre guillemets un petit pays des Balkans, même si c'est le plus grand pays des Balkans, en tout cas de l'ex-Yougoslavie, ça c'est bien vu. Après, il y a toujours un peu de méfiance. C'est ce que les Serbes vont reprocher à Vučić de temps en temps. C'est en même temps que fait aussi Vučić, mais parce qu'il doit le faire, qui fait un peu peur. Est-ce que cette fois-ci, c'est juste le choix de travailler avec la France et de prendre des rafales, ou est-ce que c'est le pas de trop qui commence à nous précipiter vers l'OTAN? Et c'est pour ça que dans ce jeu, il faut bien regarder l'ensemble de la politique étrangère de la Serbie. Il y a un mois, le Premier ministre adjoint Alexandre Vulin était à Moscou. Il était en train de négocier avec Moscou. Il a dit il y a peu de temps qu'il attendait une invitation pour la prochaine congrès des BRICS qui aura lieu à Kazan, en Russie. Donc la Serbie joue un peu sur ces deux. Et pour essayer de comprendre quelle est la politique de Vučić, il faut vraiment regarder un peu ce qu'il fait des deux côtés, parce que c'est vraiment un jeu d'équilibriste. Un peu comme Viktor Orban et son marathon diplomatique du début du mois de juillet. Exactement. En gros, c'est des pays qui veulent juste être tranquilles. Si vous voulez, ils ne veulent pas qu'on leur mette la main dessus. Ils veulent pouvoir discuter avec qui ils veulent parce qu'ils vont défendre leurs propres intérêts. Et c'est Vučić qui dit moi, je vais avoir des hydrocarbures pas chers et je vais avoir les meilleurs avions et je dois ménager la chèvre et le chou parce que je suis un pays qui est entre deux grands blocs. Je vais essayer de le faire intelligemment. Et ce qu'il dit, et qu'il rappelle, d'ailleurs les Serbes le disent, il n'y a pas de pression. L'Union européenne
est mal vu en Serbie parce que l'Union européenne met la pression sur Belgrade. Emmanuel Macron et je pense Vučić se comprennent et à un moment, Vučić d'ailleurs dit pendant la venue de Macron qu'il peut discuter avec Macron, qu'ils peuvent discuter. Il dit, je sais que Emmanuel, je ne sais pas s'il dit Emmanuel ou Monsieur Macron, mais il se tutoie, voudrait qu'on applique des sanctions contre la Russie. Mais moi, je n'appliquerai pas de sanctions contre la Russie. Il le dit, il n'a pas peur de le dire, donc il annonce un peu sa stratégie, alors que l'Union européenne, Bruxelles, à de maintes reprises, par exemple, tente de forcer la Serbie de ne pas imposer, d'imposer des sanctions contre la Russie. L'Union européenne veut que la Serbie abandonne le Kosovo et la Metochie, alors que l'ONU ne reconnaît pas le Kosovo, qu'il y a 5 États de l'Union européenne qui ne reconnaissent pas le Kosovo indépendant, et il y a des pays qui représentent 5/7 de l'humanité qui ne reconnaissent pas le Kosovo indépendant, et l'Union européenne continue de dire il faudrait que vous lâchiez le berceau de votre civilisation. Oui, alors que des pays aussi importants que l'Espagne la Slovaquie, ou la Slovaquie, la Roumanie, la Grèce ne reconnaissent pas la souveraineté du Kosovo. Justement, ont-ils parlé du Kosovo, le sait-on? Alors, est-ce que des choses ont filtré? Dans ce cas, ça n'a pas été. S'ils en ont parlé, il y a fort à parier qu'ils en aient parlé. Ça n'a pas filtré vraiment dans les médias. Il a été apprécié à Belgrade que le Quai d'Orsay rappelle au Kosovo que la façon dont est traité les Serbes en ce moment, avec les différents incidents, parce que c'est très, très tendu le Kosovo en ce moment. Il n'y a pas autant de violence physique, mais il y a une violence morale. Il y a des interruptions de plus en plus constantes de la police qui est quasiment militarisée au Kosovo, albanaise dans le nord du Kosovo, au nord de l'Ibar, et le Quai d'Orsay a un peu rappelé le Kosovo à l'ordre. Ça reste, c'est resté lettre morte, puisque là encore en ce moment, au moment où on parle, les Albanais sont en train de bloquer différentes administrations serbes au nord du Kosovo, et il va y avoir il y aura un blocage des postes frontières administratifs en tout cas entre le Kosovo et la Serbie centrale à partir de ce vendredi. Donc la situation est tendue, mais ça a été apprécié. Après, il y a toujours ce en même temps. Donc voilà. Donc pas de deux. Voilà. D'un côté, le Quai d'Orsay dit à Pristina qu'il faut respecter ses engagements et ce qu'elle ne fait pas. Mais derrière, il n'y a rien qui est fait. Donc l'administration de Pristina, l'administration albanaise du Kosovo continue. On voit que, voilà. Alors, il y a quelques mois, dans ce studio, s'asseyait Milorad Dodik, le président de la République serbe de Bosnie, qui, à l'époque, faisait l'objet d'importantes pressions. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce côté-là? Est-ce que les pressions de l'Union européenne et de l'OTAN sur la République serbe de Bosnie sont un peu retombées? Alors, pas du tout, et ça illustre parfaitement notre propos. C'est-à-dire qu'il y a au sein de l'Union européenne vraiment une mentalité qu'il faut forcer ces États à rentrer dans un moule. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas les pays avec leur souveraineté, avec leurs identités. On veut les faire rentrer dans un modèle. Et dès que vous avez un cheveu qui dépasse, eh bien, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour vous destituer, pour vous renvoyer, pour vous calomnier. C'est la situation de Dodik en Bosnie-Herzégovine. N'oublions pas que la Bosnie-Herzégovine, donc, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, a un gouverneur au-dessus du président même de la Bosnie-Herzégovine, qui est nommé par les pays membres de l'accord qui ont été autour des accords de Dayton et qui est aujourd'hui un Allemand. Donc on a un Allemand qui est à la tête de la Bosnie-Herzégovine. La plupart des personnes ne le savent pas. Oui. Et c'est une construction artificielle qui ne fonctionne pas bien avec la Republika Srpska, qui est l'entité serbe, plutôt à l'est du pays, et l'ancienne fédération croato-musulmane, qui s'appelle maintenant la Fédération de Bosnie-Herzégovine, composée des Croates catholiques et des Bosniaques musulmans, qui ne s'entendent pas entre eux. Donc ça reste un trou noir au sein des Balkans, et Dodik, lui, dit juste « je veux défendre l'intérêt de mon peuple ». Je veux dire, cette entité de Bosnie-Herzégovine est une création récente. Ce n'est pas un pays historique, et aujourd'hui, clairement, ça ne marche pas. Donc lui, il parle de l'avenir de son peuple, du peuple serbe. Il est aussi indépendant, il travaille beaucoup avec la Hongrie, il travaille avec Orban, il a été reçu à plusieurs reprises à Moscou. C'est un chef il est venu à Paris, c'est pour ça que nous l'avions reçu. Il est venu à Paris, il veut être libre. Il veut être libre et ne pas subir la pression, et surtout pas qu'on lui dise ce qu'il a le droit de dire, ce qu'il n'a pas le droit de dire, à qui il doit acheter, avec qui il a le droit de faire des exercices militaires. Il veut rester indépendant et souverain. On a évoqué vos travaux sur l'Amérique. Comment expliquez-vous
la perpétuation de ces stratégies américaines de morcellement du peuple serbe dans les Balkans. Divide et impera. C'est la même diviser pour mieux régner. C'est ce que les Américains ont compris. Tant qu'il y a des micro-conflits, non seulement dans les Balkans, en Europe, mais dans le monde, il y a une justification pour les bases militaires américaines, pour les conseillers militaires et politiques américains. C'est la politique américaine. Vous savez, reprenez une map monde. Je le dis toujours, je donne cet exemple. Prenez une map monde. Vous avez l'Eurasie, vous prenez l'Europe, l'Asie, vous rajoutez l'Afrique. Vous avez une masse terrestre que vous pouvez traverser à pied. Vous pouvez aller jusqu'à Bangkok à pied de Paris. Si vous voulez. Vous pouvez le faire, vous pouvez aller jusqu'en Afrique aussi. Cette masse représente 75% de la population mondiale, 75% des ressources naturelles connues. Et vous avez un État qui est très loin, plusieurs milliers de kilomètres de nous, les États-Unis, qui veut avoir accès à ces marchés de 75% de la population mondiale, qui veut avoir accès à ces 75% des ressources naturelles. Si ces pays-là collaboraient mieux ensemble, intelligemment, eh bien, les États-Unis seraient ce qu'ils sont aujourd'hui, une île. C'est ce que disent Spikeman et Mackinder, une île par rapport à dire, le cœur du monde qui est sur ces trois continents. Et donc, pour éviter qu'il y ait une espèce d'unité, une espèce de paix économique en tout cas, qui permettrait certainement à ces différents pays, à ces différents continents de se développer, eh bien, les États-Unis instillent des guerres. Des divisions, parce que si on est divisé, eh bien, on ne va pas pouvoir profiter de cette richesse naturelle qui est d'avoir autant de personnes et autant de richesses dans un territoire, je vous dis qu'on peut quasiment traverser à pied. Alors ça, c'est encore plus simple avec des chemins de fer et des avions, mais voilà, c'est leur politique. Est-ce que vous ne pensez pas que le seul moyen de régler définitivement la question justement des troupes dans les Balkans est de permettre au peuple serbe de se réunifier, c'est-à-dire qu'une conférence dans une logique du 19e siècle, d'avant Wilson, d'avant la Première Guerre mondiale, on aurait fait une conférence internationale sur la question serbe. Oui, je pense que c'est indispensable. Pour réunifier le nord du Kosovo, au moins, la Serbie et la République serbe de Bosnie. Oui, parce qu'on est encore, les Balkans demeurent une cocotte minute. L'OTAN n'a pas du tout réglé le problème. Il a juste remis le couvercle et l'appui est très fort. Il a mis des bases militaires. La Yougoslavie qui était un pays de plus de 20 millions d'habitants, qui avait son industrie agricole, qui avait réussi tant bien que mal à faire vivre ensemble ces cultures. Alors, il y avait beaucoup de choses mauvaises aussi dans la Yougoslavie, mais ça restait un pays que les atlantistes ont délibérément décidé de détruire. Et aujourd'hui, quasiment tous les pays de l'ex-Yougoslavie, toutes les républiques sont entrés dans l'OTAN, veulent rentrer dans l'Union européenne ou sont dans l'Union européenne et achètent des produits à des multinationales occidentales. Alors qu'il y avait une industrie locale avant. Et je pense que là, le problème des Balkans n'est pas réglé. Il y a une grosse minorité albanaise en Serbie, une grosse minorité albanaise en Macédoine, en Monténégro. Il y a une partie du Monténégro qui se dit serbe. Vous avez plus d'1 million d'habitants de Bosnie-Herzégovine qui se disent serbes. Vous avez des Croates en Bosnie-Herzégovine qui voudraient se rattacher à la Croatie. Donc, si vous voulez, cette espèce d'irrédentisme des différentes nations n'a pas été réglé du tout par l'OTAN. Et c'est peut-être le problème majeur. Alors, il y a deux problèmes. Il faut apprendre évidemment à ces peuples à vivre ensemble parce qu'ils ont beaucoup en commun. Moi, je connais bien l'ensemble des Balkans. Donc, il faut calmer un petit peu cette ardeur ultranationaliste qui a beaucoup coûté à ces peuples parce qu'in fine, c'est les grosses puissances qui en profitent. C'est pour ça que la Yougoslavie avait été créée. Parce que les peuples des Balkans n'en pouvaient plus d'être dominés soit par les Ottomans, soit par les Allemands ou les Germains. Donc, ils ont dit on va s'unir entre nous. Donc, et l'intérêt des puissances, c'était de dire, et c'est ce qu'ont fait les Autrichiens, c'est ce qu'ont fait les Ottomans, c'était de les diviser pour eux aussi mieux régner. C'était la politique des Américains. Donc il faut permettre au peuple des Balkans de se rendre compte qu'ils ont beaucoup plus en commun qu'ils ne le pensent, mais aussi permettre aussi les Serbes de... Vous savez, c'est la politique en plus de l'OTAN. L'OTAN a dit les Albanais de Serbie veulent partir, donc on va créer un nouveau pays et on va l'appeler Kosovo. Et cette politique-là qui a été appliquée pour les Albanais du Kosovo, tout d'un coup, on ne pourrait pas l'appliquer pour les Serbes de Bosnie-Herzégovine, pour les Croates de Bosnie-Herzégovine, pour les Serbes du Monténégro. Donc ça n'est pas logique. Donc je pense que ce serait intelligent d'entamer ce genre de dialogue dans un climat de paix, évidemment, de sérénité, et en travaillant sur le temps long pour essayer de faire en sorte que les personnes qui ont envie de vivre ensemble puissent vivre ensemble et qu'on puisse respecter le choix des peuples. Alors, pour ceux qui nous regardent, je vous renvoie évidemment au film de Régis Le Sommier sur
la situation des Serbes de Bosnie et sur donc le film qui s'intitule Frères séparés et qui parle de l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine, mais qui était aussi le moyen de montrer que rien n'était réglé 30 ans après les accords de Dayton, les accords de Paris. Mais je voulais vous renvoyer à un autre documentaire que vient de réaliser l'équipe d'Omerta. On va vous en passer un petit extrait. Et donc ce documentaire parle, comme vous l'avez vu, des moines en Occident. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots l'importance de la vie monastique pour un pays comme la Serbie, pour un peuple comme la Serbie, premièrement, et deuxièmement, vous qui vivez en France, mais avez toujours conservé un pied dans les Balkans, quelles sont les grandes différences entre le monachisme d'Orient et le monachisme d'Occident à vos yeux? D'accord. Les monastères sont extrêmement importants chez les Serbes, comme chez la plupart des pays orthodoxes. Après la chute du communisme, il y a vraiment eu un regain spirituel en profondeur dans l'ensemble des pays slaves, et particulièrement en Serbie. Et notamment, c'est une des raisons pour lesquelles le Kosovo et la Méthodie sont tellement importants au cœur des Serbes. C'est parce que c'est un endroit où vous avez des monastères incroyables, des joyaux, hein, des monuments de l'UNESCO, comme Visoki Dečani, comme Gračanica, comme Draganac. Donc c'est extrêmement important. Ce sont des monastères qui ne sont pas juste des vieux bâtiments, ce sont des monastères vivants, avec beaucoup de vocations, beaucoup de moines, avec une vie spirituelle qui est très importante. Et pour les Serbes, c'est important parce que les Serbes ont subi jusqu'à, ça dépend de la région, 5 siècles d'occupation ottomane, où ils étaient sujets de seconde zone. Donc c'est-à-dire qu'ils étaient démis, ils devaient payer le Karaj, la Jizya, le Devshirme, ils devaient payer différentes taxes jusqu'à donner leurs propres enfants pour rentrer dans l'armée ottomane ou dans l'administration comme janissaires. Et si les Serbes ont survécu, c'est parce qu'ils avaient l'Église. L'Empire ottoman avait gardé comme relation avec le peuple serbe les contacts avec l'Église. Et c'est grâce à l'Église que les Serbes ont survécu ces 5 siècles de domination ottomane. Et l'Église reste un élément important dans l'histoire. Et aussi d'un point de vue religieux, le peuple serbe est un peuple particulièrement religieux, qui est croyant. Ça ne veut pas dire que c'est un peuple saint, mais c'est un peuple qui est religieux, qui a une place importante pour Dieu dans l'hymne national serbe, c'est une prière. Donc les Serbes aiment se ressourcer et vont voir les moines. Ils vont dans les différents monastères et régulièrement, j'ai plusieurs amis moines en Serbie, ils accueillent les personnes qui viennent leur livrer ce qu'ils ont sur le cœur, les problèmes, leurs difficultés. Ils viennent évidemment pour les baptêmes, pour les différentes étapes de leur vie chrétienne, voir les moines. Et les moines ont un rôle important. En Serbie, en tout cas, il y a des moines évidemment qui sont plutôt des moines contemplatifs, mais ils sont quand même très actifs dans la société. Je veux dire, si je compare par rapport à différentes communautés catholiques que je peux connaître en France, le moine en Serbie a encore un rôle un peu d'apostolat et de travail avec la société civile, et tout en ayant sa vie de moine rythmée par la récitation des heures, par la liturgie, par la lecture de livres saints, de livres sacrés. Et ça, c'est extrêmement important et ils sont très appréciés. Ils ont aussi cette vision où les Serbes peuvent se méfier aussi de leur politique. Ils se disent l'Église, elle, nous a jamais abandonnés. L'Église, c'est un recours sûr dans des temps troubles et donc l'Église est très appréciée en Serbie et tout particulièrement les moines, qui ont en plus une vie assez austère, assez difficile. En Serbie, les moines ne mangent pas du tout de viande, ils ont des horaires qui sont assez difficiles, mais ils sont très appréciés justement parce qu'ils se sont donnés à Dieu, mais ils se sont donnés aussi au reste du pays. Dans le monde catholique, vous avez déjà beaucoup de sortes de moines différents. Déjà, l'origine des mouvements monastiques, ça vient de l'Orient. Hein. Ça vient de l'Égypte, ça vient du Mont Sinaï, ça vient de ces personnes qui se retirent du monde pour mieux rencontrer Dieu. Et cet esprit existe évidemment dans le catholicisme, sauf que dans le catholicisme, il y a une variété beaucoup plus étendue de façon de vivre. Oui, la différence entre l'Orient et l'Occident, c'est qu'en Orient, il n'y a pas d'ordre monastique comme voilà. en Occident. Exactement, vous n'allez pas avoir comme les Capucins, les Franciscains, les Bénédictins. voilà donc, qui sont différents
hors de type. Donc toujours à chaque fois, il y a cette volonté de se retirer du monde et de se rapprocher de Dieu. Quand vous êtes moins dans l'Église orthodoxe, vous n'avez pas toutes ces différentes subtilités. Parce que les prêtres, les orthodoxes, alors pas les prêtres, mais les séminaristes orthodoxes peuvent se marier avant de devenir prêtres. Et eux, ils ont un travail vraiment de proximité, enfin de service de la liturgie, de proximité avec la population orthodoxe. Le moine est plus un ascète. Le moine est un ascète. Le moine est un ascète, c'est un philosophe, c'est un théologien. Et c'est parmi eux qu'on choisit les évêques. Exactement. Et c'est parmi les moines que sont choisis les évêques dans l'Église. Les évêques sont toujours, pour le coup, ne sont pas des hommes mariés, sont toujours des moines. Et donc il y a un rôle particulier justement de ces moines dans l'Église. Je ne peux pas dire qu'ils sont au-dessus des curés de paroisse, mais c'est une voie privilégiée, une voie à part au sein de l'Église orthodoxe. Bien, écoutez, merci beaucoup pour ces explications. Donc, pour ceux qui nous regardent, si vous voulez avoir accès à ce film sur les moines en Occident, à ce film que j'évoquais sur la situation en Bosnie-Herzégovine et en République serbe de Bosnie, et au film également que Régis Le Sommier avait réalisé sur le Kosovo, où vous verrez des images des monastères du Kosovo, eh bien, abonnez-vous à l'application d'Omerta. Et merci encore à Nicolas Mirkovic, et procurez-vous donc la réédition de son livre sur l'Empire américain.